merci à Suricat de nous avoir invités. Hein. Quand ça part d'une bonne volonté, d'une bonne action comme ça, on est toujours content de venir. Et on va essayer de vous présenter un nouvel aspect de l'ufologie que vous n'avez pas encore vu aujourd'hui. Hein. On va changer de registre. On va changer de registre. Alors j'ai sélectionné un certain nombre de dossiers qui vont remonter jusqu'en 1621. C'est du vieux. Et le plus récent, 2013. Mais avant, comme vous avez eu affaire à un pilote de ligne, comme vous avez eu affaire à un pilote d'hélicoptère, etc., qui sommes-nous, nous? Nous, rien de tout ça. On est la personne lambda, on est des chômeurs, des profs, des techniciens, des ingénieurs qui se sont regroupés en une association qui fonctionne depuis 2003. Et notre spécialité, c'est pas franchement les observations Suricat, quoi qu'on se soit associé justement à Suricat depuis à peu près un an et demi. On fait des veillées Suricat, mais pas aussi régulièrement que vous. On en fait tous les 2 ou 3 mois avec Bernard qui les gère. Notre action de base, c'est plutôt le travail dit de terrain auprès des témoins qui nous contactent, auprès des gendarmeries, hein, qu'on va nous contacter pour essayer d'avoir plus d'informations, auprès des aéroports, parfois celui de Perpignan d'ailleurs, celui de Montpellier, surtout de Fréjorgues, celui de Nîmes-Garon. Donc on fait un travail de terrain avant tout. Suricat, ça nous prend, je sais pas, 5% de notre temps, même pas. Après, on fait nous aussi des conférences, on fait des publications, tout un tas de trucs liés à l'ufologie. On va faire une présentation en 2 temps, un travail rapide sur ceux qui ont travaillé sur ces X-Files. Ouais, lève pas les yeux, tu vas y être, ouais. J'ai tout repéré. Et un travail plus long sur les X-Files eux-mêmes, les dossiers, qui pour certains sont très étranges. Vous allez voir, j'en ai choisi qui sont pour la plupart inexpliqués à l'heure actuelle. J'ai pas dit qu'ils étaient inexplicables, hein. J'ai dit inexpliqués. J'en ai choisi aussi un petit nombre qui sont expliqués pour vous montrer ce qu'on peut faire, ce qui peut se passer quand on arrive à mener un travail à terme. Ça ne veut pas dire que la plupart de nos dossiers seront inexpliqués ou inexplicables pour une bonne raison, c'est qu'en réalité, on a entre 20 et 30% de dossiers qui restent inexplicables. Inexpliqués. Choisissez. Alors, ceux qui ont fait l'histoire de l'ufologie dans le Languedoc-Roussillon. Je vais commencer par le groupe Palmos, qui vient du grec, qui veut dire secousse, vibration, hein, dont le président de l'époque est présent ici, Bernard, qui avait plus de 50 adhérents. Alors pour vous donner une idée, 50 adhérents, waouh, nous on veut bien. Hein. Bon, je sais combien ils sont à Suricat, nous on est 17, on en est loin. Hein. Bon, avec 17, vous me direz, ça permet de faire pas mal de choses. Avec 50, il y a eu des enquêtes mémorables, vous voyez, le cas d'Assas dont je parlerai, Roméo Charlie, l'OVNI de Montferrier, j'en parlerai peut-être un petit peu moins. Ils avaient une carte, bien sûr, Bernard avait le numéro 001 en tant que président. Il y a eu d'autres associations dans le Languedoc, encore plus nombreux, c'était Véronica. Vérification et études pour les rapports d'OVNI pour Nîmes et la contrée avoisinante. Véronica, ils étaient basés sur Nîmes, Palmos c'était plutôt sur Montpellier. Véronica a eu jusqu'à plus de 200 membres. Et des gens qui n'étaient pas forcément de la région. J'ai un vieux copain de Bordeaux, enfin de Lormont, à côté de Bordeaux. Je le connaissais depuis 10 ans, qu'un jour j'ai découvert qu'il appartenait à Véronica. On n'avait jamais eu l'occasion d'en parler. Ils avaient du monde à Paris, dans le nord, vers Lille. Eux aussi, ils ont travaillé sur Roméo Charlie, mis à part qu'eux, ils ont dit que c'était Rose C. Ils l'ont appelé Rose C. Des pseudos, toujours. Ils ont soulevé un cas intéressant, USES 74, qui court toujours, d'ailleurs, il faut qu'on y revienne. Et ce sont eux qui ont exhumé un texte de 1621, par lequel on va commencer les cas tout à l'heure. Jusqu'à ce qu'ils fassent une erreur fatale en 1981, je vais vous en toucher 2 mots, parce que ça peut nous arriver à tous. Un beau matin, du côté de Vauvert, dans un champ. Alors, Vauvert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sud du Gard. On apprend qu'il y a une soucoupe volante qui s'est posée. Les gens de Véronica sont appelés, ils vont sur place, mais le terrain est bouclé par l'armée. Il y a la gendarmerie, il y a des gens qui sont venus, des curieux, ils ne peuvent pas pénétrer. Premier dysfonctionnement, Véronica envoie 2 équipes.
Une envoyée par le président de l'époque, M. Guérand, et puis une autre envoyée par un des cadres de l'époque. Ils ne se sont pas concertés. Ils envoient 2 équipes de 2. Rapidement, la première équipe s'aperçoit que les militaires, il y a un souci, ils ne sont pas armés. S'il y a vraiment une soucoupe volante dans le champ, comme tout le monde semble le voir, les militaires qui ont ceinturé le périmètre sont désarmés. Seuls les gendarmes sont armés. Bon. Ça leur met la puce à l'oreille. Puis, petit à petit, la journée passe. La deuxième équipe, elle est convaincue qu'il y a quelque chose de sérieux. Ils prennent des photos de la soucoupe volante métallique argentée dans le champ. C'est extraordinaire. Ils contactent Midi Libre, ils contactent la préfecture, ils contactent tout le monde. Ouais, sauf que l'après-midi, la deuxième équipe s'aperçoit que c'est un canular. C'est un canular monté par les étudiants de Salon à Provence qui, traditionnellement, tous les ans, montent un canular. Ben là, ils avaient choisi le thème OVNI. Alors, quand vous dirigez une association et que vous avez contacté le préfet, les journaux, la presse, etc., et qu'après, vous leur dites, vous les recontactez pour dire on s'est planté, ça la fout mal. Mais à la prochaine réunion interne, quand vous dites aux gars de l'assaut, on a fait une grosse gaffe, il ne faut plus compter sur les adhésions l'année d'après. Alors oui, on a un petit problème de compatibilité de logiciel, il va manquer là un titre, tout à l'heure il manquera une vidéo. Il y a eu une antenne d'SOS OVNI, certains se rappellent peut-être d'SOS OVNI, hein. C'était une association francophone qui a bien tourné pendant longtemps. Il y avait des membres en Belgique, au Canada, au Québec, en France. Et chez nous, on avait le directeur de l'antenne régionale, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui était Bruno Bousquet. Et il y avait une solide équipe qui travaillait aussi sur le phénomène OVNI. Puis, comme je vous disais, nous, en 2003, quand SOS OVNI s'est mise en sommeil, elle s'est mise en sommeil 2 ans avant, on a décidé de relancer la machine, mais au niveau régional, comme d'autres l'ont fait. Hein. Il y a eu Spica en Alsace, il y a eu OVNI Investigation à Lyon. Des assos plus régionales se sont créés à partir des SOS OVNI, avec le logo, vous l'aurez vu là-bas au bout. Et comme je vous ai dit au tout début, on a des enquêtes, des contre-enquêtes. Alors une contre-enquête, c'est une enquête sur un dossier ancien, fermé. Et il y a un temps pour ça, fermé, pas forcément d'ailleurs. Il y a un temps pour ça parce qu'on a des activités relativement aléatoires. Là, comme on discutait tout à l'heure, je disais, bon, on n'a pas grand-chose à faire depuis 2014. C'est un peu le creux de la vague. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ressort les vieux dossiers intéressants, on retravaille dessus, on va voir les gens, etc. Et puis on essaye de voir s'il y a quelque chose de nouveau. Je vous parlerai d'une ou deux contre-enquêtes. Alors, on attaque les dossiers. Alors, certains d'entre vous vont me dire, mais ce texte n'est pas forcément lié aux OVNI. Et je vais vous dire, ouais, vous avez peut-être raison. Mais peut-être qu'il est lié. Il existe, je ne sais pas si vous connaissez Nîmes, le Carré d'Art, Nîmes, c'est une bibliothèque où vous allez pouvoir avoir accès à 2 fascicules de quelques pages, hein, il a 18-19 pages, qui remontent à 1621. Et de quoi il parle? Des signes effroyables nouvellement apparus en l'air sur les villes de Lyon, Nîmes, Montpellier et autres lieux circonvoisins, au grand étonnement du peuple. En fait, à ce moment-là, sur ces régions-là, on observe ce qu'on appelle à l'époque des combats aériens. On parle de combats, de canonnades, d'épées de feu. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être des orages à répétition, hein, je ne sais quoi. Hein, c'est pas forcément un phénomène OVNI, mais qu'est-ce qui interdit de penser que, justement, ça pourrait aussi être une observation liée au phénomène OVNI? Alors vous avez remarqué que je parle de phénomène OVNI. J'ai pas dit soucoupe volante, j'ai pas dit extraterrestre, j'ai pas dit tout ça. Hein. D'accord. Dossier super intéressant. Je vais y rester un peu plus longtemps. 1952. On est dans la périphérie de Nîmes. Nîmes est beaucoup plus petite à l'époque. Et on a une maman. Vous voyez, j'ai biffé certaines choses. Je vous ai mis là la première lettre de cette dame qui, 21 ans après les faits, je ne sais pas si vous arrivez à lire, 21 ans après les faits, le 26 août 1973, écrit au groupe Palmos, qui était dirigé par Bernard. La correspondance épistolaire est énorme. J'ai passé quoi, 1 an à tout scanner, à tout mettre en forme à peu près. C'est une mine d'informations. Hélas, Roméo Charlie est morte. Hein. Donc l'information maintenant, on ne peut plus l'obtenir qu'à travers les écrits ou les témoignages de ceux qui ont vécu ça. Donc en 73, en août, 21 ans après les faits,
elle écrit, il y a plusieurs années exactement, qu'il m'est arrivé une chose extraordinaire, que j'ai toujours tenue secrète, de peur d'être accusée de mensonge ou de folie. Même encore aujourd'hui, mais encore, non, je n'arrive pas à lire le premier mot, je veux bien vous apporter mon témoignage. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était jeune maman, elle habitait Nîmes, et la famille possédait un masé en dehors de Nîmes. Alors, si vous allez à Nîmes aujourd'hui, le masé, il est inclus dans la ville. Et la ville a grandi. Il a été d'ailleurs largement transformé, on a du mal à le reconnaître. Elle va dans le masé, alors masé pour les... Oui, peut-être que vous savez pas ce que c'est, un masé ici. Et oui, je m'aperçois que je ne suis plus dans le Languedoc-Roussillon. Oui, alors un masé, c'est une espèce de ferme, de propriété agricole à la campagne, si vous voulez. Pas forcément une exploitation agricole, mais avec du terrain. Et c'est pas forcément très grande. C'est très grand, pardon. C'est pas une grande construction. Mais c'est une petite maisonnette, on va dire. Donc, où la famille avait entreposé notamment un lit plus grand qu'il fallait pour la petite fille. Donc, comme à l'époque, les moyens de transport sont un petit peu plus lents qu'aujourd'hui, elle part pour arriver le soir, elle passe la nuit là-bas, elle a prévu de ramener le lit le lendemain. Elle y allait avec son chien. Dans la nuit, le chien s'agite, aboie, elle ouvre la porte, et là, un monsieur. Un monsieur, comme vous et moi, qui lui explique par contre que c'était un ancien instituteur qui depuis longtemps travaille pour des entités extraterrestres. Et effectivement, elle va rencontrer 3 entités extraterrestres, là qui sont représentées sur un livre qu'elle a écrit, co-écrit avec Charles Guérand. Enfin, c'est surtout Charles Guérand, le président de Véronica, qui l'a écrit. 3 entités extraterrestres qui vont lui demander des choses absolument bizarres pour nous. Est-ce qu'ils peuvent ramasser des fleurs dans le jardin? Est-ce qu'elle peut leur donner des journaux, des pièces de monnaie, des cailloux, n'importe quoi. Puis leur expliquer que si les hommes sont là, sur Terre, je veux dire, si les hommes sont sur Terre, c'est parce que les extraterrestres les y ont mis. Nous sommes des descendants, disent-ils, d'une race, enfin de gens déportés, c'est-à-dire des prisonniers. Un petit peu comme au départ l'Australie, si vous voulez, pour les Britanniques, ils envoyaient tous les mauvais garçons là-bas. Les extraterrestres, disait-il, en fait je dis disait-il, après j'affirme, en fait je vous raconte l'histoire, et ça ne veut pas dire que j'adhère totalement, nous ont créés. Et dans l'espace, il y a d'autres races, des races plus grandes, d'entités plus grandes. D'ailleurs, ces extraterrestres qu'elle rencontre, les 3 sont très grands. Il y en a d'autres, des tout petits. Alors justement, les tout petits, on est en 52, les tout petits sont spécialistes de la miniaturisation, figurez-vous. C'est marrant. Bref. Ça dure un bon moment, et ils finissent par lui demander, mais est-ce que vous ne voulez pas venir avec nous? Servir comme l'ancien instituteur de messager, d'intermédiaire, etc. Elle le décline, elle a sa fille. Bon, c'est ce qu'on appelle une RR3. Oui, j'ai oublié, il y a un vaisseau spatial, à un moment donné, il leur montre le vaisseau spatial. Et puis le temps passe, elle constate un changement au niveau de ses mains. Je ne sais pas qui tout à l'heure parlait de changement de composition sanguine, etc. Là, c'est au niveau des mains. Bon, le majeur, on l'appelle le majeur parce que généralement, il est plus grand. Alors, vous regardez, là, le majeur, il y est. Là, vous regardez, le majeur, il n'est pas plus grand. Elle affirme que son majeur s'est vu rattrapé par son doigt voisin. Alors là, j'ai un gros doute, par contre. Qui trouve? Non, toi, tu n'as pas le droit de jouer. Qui trouve? Personne? Mais regardez comment elle a positionné les poignets. Et vous pouvez faire à l'expérience vous-même. Ouais. Si vous inclinez effectivement le poignet, vous allez voir que vous allez allonger. Comment on l'appelle déjà? L'annulaire, merci. Oui, justement. L'annulaire. Et qui va quasiment arriver au niveau du majeur. Donc, cette photo est tirée des archives de Véronica. J'ai rencontré la plupart des survivants de Véronica. Je dis des survivants parce qu'ils étaient déjà pas tout jeunes à l'époque. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier il y a 10 ans, beaucoup étaient morts. Donc, mais dans leurs archives, ils ont pas mal de choses. Bon, ça m'a mis la puce à l'oreille. Par contre, vous voyez, vision, prémonition. Rose C, ou Roméo Charlie, a toujours déclaré qu'elle voyait en avance des événements majeurs se passer. Catastrophe ferroviaire, tremblement de terre, machin, bidule. Il faut reconnaître que souvent, elle tombe juste.
Après, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, sur Terre, il y a souvent des catastrophes, hein, des cyclones, des tremblements de terre? Je ne saurais quoi vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, oui, j'en avais tiré un fascicule, écrit trop tôt d'ailleurs, parce que depuis j'ai de quoi faire 50 pages de plus, donc on verra ça une autre fois. Par contre, il y a des nouveaux éléments qui sont apparus. Notamment quand le livre précédent a été écrit par Charles Guérand au début des années 80, on a oublié un témoignage qui ne correspond pas du tout au contenu du livre des années 80. On a oublié un témoignage qui dit que Rose C., enfin la personne qui aurait rencontré les entités, était ce qu'on appelle dans le Sud une mamie. Une mamie, une grand-mère. Or, à l'époque, Rose C. avait moins de 25 ans. Et il y avait un autre témoin qui a raconté l'histoire à un des enquêteurs d'Alès, qui lui a gardé la trace de ce récit, et qui n'est pas en accord avec ce qui a été écrit dans le bouquin de Guérand. Donc j'ai quand même un petit doute sur la véracité exacte du texte. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais certainement pas, en tout cas, tel que ça a été écrit dans le livre des années 80. On remonte un peu dans le temps, vers chez nous, 1955, l'affaire D, parce que D d'Assas. Assas, c'est une commune près de Montpellier, aujourd'hui dans l'agglomération. On a un homme qui promène son chien, vous voyez le trajet là. Il promène son chien et puis il observe cet ensemble de points de lumière décrire cette trajectoire. Lui va rester relativement éloigné, par contre le chien va s'avancer beaucoup plus sous les phénomènes lumineux. Il rappelle son chien, bon, ça en reste là. Et puis, quelques jours plus tard, le chien commence à être très nerveux, agité, les poils tombent 2-3 jours après. Les poils tombent, sa peau vire au violacé, il a des hémorragies internes et il finit de mourir en 24 heures à peu près d'hémorragie interne. Alors on est en 1955, ça vous fait penser à quoi? Bah, des créatures, des êtres vivants qui meurent d'hémorragie interne après avoir perdu les poils ou les cheveux. C'est de l'irradiation. Irradiation. On est en 1955 dans la banlieue de Montpellier, enfin à côté de Montpellier. Bon, il y a quelques temps, on s'est dit, tiens, on sait où il habitait, on va aller exhumer le chien. Bon, ils ont construit par-dessus, c'est loupé. Alors, cas super intéressant, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques années, parce qu'il y a un travail à faire là-dessus, toujours. C'est Uzès, 1974. C'est un jeune qui va rejoindre ses parents à la fête d'Uzès. Il habite un peu à contrebas, au bord du ruisseau. Et au moment de sortir, il voit ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec la luminosité. C'est une espèce de demi-cercle dans lequel est encastré une autre espèce de cercle. Translucide. On voit à peine au travers, dit-il. Il y avait un muret derrière et on voit à peine au travers. Alors, premier réflexe, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la maison, il va chercher le fusil de chasse. Bon. Comme il voit qu'après que c'est pas dangereux, il revient, il va faire 4 photos. 4 photos je n'en ai qu'une et là j'ai pu en retrouver qu'une seule parce que selon la légende, je vous raconte la légende, je ne sais pas si c'est vrai, selon la légende de quelqu'un du premier GEPAN, pas celui que M. Passot, je ne sais pas s'il est arrivé, non, pas celui que M. Passot représente aujourd'hui avec un i, mais le premier GEPAN de Claude Poher. Quelqu'un du GEPAN est venu, ils ont étudié les photos et le lendemain quand il est reparti on s'est aperçu qu'il n'y avait plus les négatifs. Bon, alors, ça a été perdu, je ne sais rien. Non. Bref, c'est la légende. J'en discutais avec Xavier Passé il y a 15 jours. Toujours est-il qu'on a quand même une photo qui reste, mais pas le négatif, alors qui est beaucoup plus claire que ce que vous voyez là. Il y a vraiment quelque chose d'opaque. Et au bout d'un moment, cette espèce de rond va s'allonger et ça part à toute vitesse dans les airs. Et on a un deuxième témoignage d'une personne d'Uzès, d'une dame d'Uzès, qui voit au même moment, effectivement, une traînée, un point lumineux partir à toute vitesse dans le ciel d'Uzès. On n'a pas expliqué ça non plus. Voilà. 1998, on se rapproche. La 16, c'est un fleuve qui est au nord du Gard. On a 4 témoins qui reviennent de faire les courses. Monsieur, madame est infirmière.
2 enfants. Pendant que monsieur rentre la voiture au garage, les 3 autres portent les courses pour faire le tour de la maison et monter par l'escalier qui mène à la cuisine. Au pied de l'escalier, ils aperçoivent, ils ont fait ce schéma, là, ce petit croquis, ils aperçoivent des points lumineux qui arrivent et qui se positionnent à peu près 50 mètres, 60 mètres au-dessus des arbres qui sont au bout du jardin. Bizarre, hein? Encore plus bizarre, c'est que seulement la mère va percevoir la présence de 5 entités à l'intérieur de ces points lumineux, comme si c'était un vaisseau et pas seulement des points lumineux. Ils n'ont vu que des points lumineux. Même quand le mari arrive depuis la cuisine, lui, il se demandait où ils étaient passés, il ouvre la cuisine qui est en haut, il voit les points lumineux, mais il ne perçoit rien. Pourtant, la dame dit, il y avait 5 entités, j'ai perçu 5 entités à l'intérieur de ce vaisseau, des entités bienveillantes qui essayaient de communiquer avec moi, dit-elle, même si elle n'a pas bien compris s'il y avait un message ou quoi que ce soit, elle a perçu leur bienveillance. Alors vous avez noté, j'ai parlé de vaisseau. Cette dame, on l'a suivie à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Au bout de quelques mois, elle ne parlait plus de vaisseau et d'extraterrestres. Il s'est passé ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire que sa croyance religieuse, elle était catholique en l'occurrence, sa croyance religieuse a fait qu'elle est passée du stade « j'ai vu un vaisseau avec des entités que j'ai perçues » à « j'ai reçu des messagers de Dieu », en gros. Et du coup, au bout d'1 an et demi, 2 ans, nous on était toujours intéressés par la poursuite du travail dessus, mais elle a préféré s'adresser à l'évêché de Nîmes, et notamment au prêtre exorciste qu'il y avait à l'époque. Je ne sais pas s'il y est toujours. L'année d'après, toujours dans le Gard, on a en 1999 3 groupes différents de témoins qui voient en gros le même objet, un ovni triangulaire, ovni, objet volant non identifié, qui traverse le Gard du nord au sud dans le plus grand silence. Alors je dis bien le plus grand silence, le premier groupe c'était 3 personnes au bord d'une piscine le soir, et ils discutaient calmement, en pleine campagne, j'y suis allé effectivement, il n'y a personne autour, il n'y a pas de bruit. Ils racontent qu'ils ont vu 2 phares lumineux, d'abord ils ont cru que c'était les phares avant des avions dont on parlait tout à l'heure, qui allaient peut-être vers l'aéroport de Garance. 2 feux qui approchaient, et puis au bout d'un moment, les feux se sont transformés, enfin il y avait toujours les feux, mais ils voyaient derrière une forme triangulaire, et surtout 3 anneaux lumineux sous chaque pointe du triangle. Et quand l'OVNI est passé au-dessus, ils ont bien vu que les étoiles, le ciel était dégagé, les étoiles étaient masquées sous justement une forme, il y avait une forme triangulaire noire, opaque, excepté les 3 anneaux. Bon, ils ont estimé la hauteur à une centaine de mètres, mais bon, on sait que estimer la hauteur de quelque chose qui est dans le ciel la nuit, sans bruit, sans repère, il n'y avait pas d'arbre derrière, il n'y a forcément rien. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, bon, c'est mystérieux. Mais on a été contacté par un 2e groupe de témoins, vers Manduel, si vous connaissez un peu le Gard, qui eux aussi nous disent, on était dehors, bon là il y avait un peu de bruit par contre, Manduel c'est une petite ville, on a vu la même chose, ils nous décrivent la même chose. Alors, on lance un appel dans Midi Libre, etc. Et là, on a un 3e groupe de témoins, enfin groupe, c'était une personne seule, qui nous contacte pour dire « mais moi aussi j'ai vu ça, on va la rencontrer », effectivement, ça correspondait. On a calculé la trajectoire, on a calculé la vitesse, on a, bien sûr, comme chaque fois on appelle les aéroports, si c'est un dossier sérieux, on voit, on nous ont dit « non, on n'a pas de vol, on n'a pas de vol ». Alors, à Montpellier, il y a un logiciel qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Elvira, qui permet de garder pendant 2 mois la trace des vols passés. Et il y a un personnel qualifié qui est en contact avec l'armée pour les vols d'entraînement, etc. Et ce monsieur nous dit, s'il y avait eu un vol militaire ce soir-là, je l'aurais su. Bon, entre lui, il n'y en avait pas ce soir-là, dans ce coin-là. Donc c'est resté un mystère. Alors c'est là où la vidéo manque. Alors la vidéo vous aurait montré un paysage vallonné avec des arbres, et 2 espèces de néons, l'un très allongé, effilé, et l'autre beaucoup plus ramassé, beaucoup plus court. Mais dans les 2 cas, en mouvement, et pas du tout le même mouvement. L'un va dans une direction relativement vite, l'autre un peu plus lentement dans une autre. Et tout ça sous fond de soleil couchant, qu'on ne voit pas parce qu'ils viennent de passer juste en dessous de l'horizon. C'est un ambulancier gardois qui rentre de Millau, qui l'a pris depuis l'autoroute.
Alors, il y en a qui ont peut-être déjà la solution. Mais nous, voyant le film, c'est pour ça que je vous avais mis un extrait de film de 2 minutes, voyant le film qu'il a fait, aucune idée. Alors on contacte François Louange, que certains connaissent peut-être, de la société Fleximage à Paris, qui est spécialiste de l'analyse de l'information, de ce type d'information sur de l'image. On lui envoie le film, il nous dit, il n'y a pas de trucage, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y a pas de trucage. Bon, avec Bruno, pendant 2 ans, quasiment 1 an et demi, on a tout cherché, on n'a pas trouvé. Puis en désespoir de cause, on se dit, on va faire un truc fou, on ne l'a jamais fait. On écrit à la gendarmerie, on écrit à la DDE, et on leur demande s'ils ne peuvent pas bloquer la portion d'autoroute, justement, pendant la période où on enregistrait ça, où l'ambulancier enregistrait ça. On se dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? La DDE nous répond les premiers, aucun problème. Et le plus drôle, la gendarmerie nous dit oui. Et ils nous bloquent 5 km d'autoroute, et nous, on va faire le trajet de l'ambulancier, et on va filmer la même chose. Seulement, ce qu'on voit sur le film, on ne le reconnaît pas, mais nous, quand on le filme et qu'on le voit à l'œil nu, on sait ce que c'est. Et on en a parlé tout à l'heure. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais. C'est des traînées de condensation, mais éclairées par le soleil qui est sous l'horizon, on en a tous vu, j'imagine, hein, et qui ressemblent à des néons dans le ciel. Mais sur la vidéo, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Effectivement, filmé avec le matériel de l'ambulancier, ça donnait ça. Alors ça c'est resté inexpliqué aussi. 4 témoins au-dessus de Montpellier, quartier de Clémentville, un quartier très peuplé, avec un balai de sphères lumineuses multicolores qui va durer plusieurs minutes, au-dessus des toits, dans un silence total. Ça c'est le... On ne voit pas tout, là encore, mais bon, c'est la reproduction faite par les témoins, enfin par les 2 adultes, en tout cas, c'était 2 mamans séparées, les 2 mamans, quand on les a réunies, nous ont fait ce schéma. Ça, c'est la reconstitution du Midi Libre qui n'a rien à voir, c'est même pas le bon quartier, ils ont mis la place de la Comédie, mais bon, c'est pas grave. C'est resté un mystère. Là non plus, on a contacté les aéroports, 0. Le vol le plus proche était un vol postal qui décollait de Fréjorgue à 10 minutes. Bon, encore 10 minutes d'erreur, faisable. Mais avec une trajectoire simple, rectiligne, au-dessus de Gramont, il tournait plein est. Donc aucune chance qu'il ait fait des machines, des bidules, des trucs. On a essayé de voir ce qu'on appelait les petits gros, les modèles d'aéromodélisme, les petits avions télécommandés, parce que quelques années avant, il y avait eu un souci avec le club local, le club Réoltais, qui avait fait des vols interdits au-dessus de Montpellier. Il s'était fait attraper, donc on s'est dit peut-être qu'il y a un petit rigolo qui a essayé de refaire pareil. Bon, le président du club nous a dit non, on a bien compris la première fois, ça nous a coûté assez cher, on n'en refait plus. Donc, bon, ça reste... On a essayé de voir les lasers aussi, on est monté sur le toit en face, histoire de voir s'il n'y avait pas... Si quelqu'un n'avait pas fixé en laser quelque chose, bidule, rien. Ah, ça c'est intéressant aussi. 2007, vous voyez, c'est proche. Vous aurez remarqué que 99-2006, je n'ai pas choisi aussi. Parce que 2002-2006, il n'y a rien. C'est pour nous, chez nous en tout cas. 2007, c'est un fusilier marin qui nous appelle, il ne voulait pas contacter sa hiérarchie, de peur que, j'imagine, il y ait des répercussions dans sa profession. Et il nous dit, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que vous pouvez venir? Bon, c'est Draguignan, ce n'est pas le Languedoc-Roussillon, mais souvent on sort de nos frontières. Mince, pardon. Qu'est-ce qu'il voit? D'abord, je ne vous fais pas le récit chronologiquement, mais il y a un cigare volant qui est vu. Typique, sombre dans le ciel. On va retrouver 5 autres familles, enfin 5 autres témoins, parfois par groupe, qui ont vu la même chose, et certains nous diront qu'il y avait même des hélicoptères qui leur couraient après. Et effectivement, un peu plus loin, il y a une base de la LAT, si vous voulez, à l'époque, des hélicoptères de l'armée de terre, des hélicoptères légers. Il y a aussi un ovni triangulaire qui va survoler la voiture de cette famille le soir où ils rentrent d'un repas à Gradignan chez des amis. Ils rentrent et à un moment donné, ils voient comme si un hélicoptère de la gendarmerie éclairait leur voiture, sauf que quand il apparaît devant, c'est une forme triangulaire qui va se poser dans le champ un peu plus loin. Bon, là il ne s'arrête pas, il est avec sa femme, ses enfants, il continue,
Mais ça ne s'arrête pas là, ça c'est un dessin fait par les deux garçons. Il avait une fille aussi, enfin ils avaient une fille. Les deux garçons vont réveiller leurs parents parce qu'ils vont se mettre à hurler dans la nuit. Ils disent « Papa, papa, il y avait un monsieur dans la chambre ». Alors on était avec Angélique. Angélique a eu la bonne idée de leur dire « Écoutez, faites-nous un dessin ». Elle les interroge, enfin, elle les questionne séparément. Elle leur fait faire un dessin. Celui du bas dit qu'il a vu ça, bon. Celui du haut dit qu'il a vu ça, c'est-à-dire dans tous les cas, une espèce de monsieur dans un manteau noir avec un chapeau noir. Le visage n'était pas visible. Sur les lits superposés, et puis au bout d'un moment il est sorti, quand ils se sont réveillés, ils l'ont vu et il est sorti par là. Là vous voyez c'est une fenêtre et c'est un mur. C'était fermé. Et le fusilier marin nous dit mais en plus il y avait l'alarme. Je la remets, il va la remettre, essayez d'ouvrir la fenêtre. Effectivement l'alarme s'est déclenchée. Bon les gamins ils disent ça. Après tous les gamins ils ont pu rêver. J'en sais rien, hein. Je me fais l'avocat du diable. Ouais mais le père il nous dit ouais mais quand je les ai couchés, ils avaient un pyjama. Je ne les ai jamais retrouvés. Voilà. Et comme je vous disais, le cigare a été vu par 5 autres familles. Alors, chose assez amusante aussi, j'ai failli oublier. Je vous disais qu'il y avait peut-être des hélicoptères de la LAD qui avaient poursuivi le cigare volant. Pendant 1 an et demi, on a été en relation avec la gendarmerie qui téléphonait tous les mois et demi, tous les 2 mois, pour savoir si on avait avancé sur le dossier. C'est la seule fois où régulièrement ils nous contactaient, quoi. Ils nous ont contactés. C'était plutôt nous d'habitude qui les contactions. 2007, toujours, l'avion des Areskiers. Alors là, c'est un cas expliqué. Les Areskiers, c'est une plage qui est au sud de Montpellier, pour faire simple. Et on a à Montpellier 2 avions de haute voltige. On avait le vice-champion d'Europe pendant un temps qui était de là, qui s'entraînait là. Et bon, ça c'est pas lui, c'est un monsieur retraité qui s'entraînait justement à faire de la voltige au-dessus de la plage des Areskiers, au-dessus de l'eau. Et tout d'un coup, on apprend par le journal, par les médias, l'avion a disparu des écrans radars et on l'a retrouvé posé au sol. Le pilote, son dernier souvenir, c'est qu'il faisait de la voltige. Il ne sait pas comment il est arrivé au sol. Les traces sur la plage faisaient à peu près 20 mètres, les traces des roues et du fuselage à peu près 20 mètres de l'eau. Bon, nous on était surtout intrigués par tout ça, donc on y va, on prend contact, et puis on arrive à trouver ce qui s'est passé. Mais là c'est un peu notre faute, hein. On n'était pas au courant de quelque chose. Nous on s'est dit, le radar perd l'avion sur la plage des Areskiers, c'est pas possible. On avait sorti la carte, on avait tracé une ligne droite avec Frejorg. C'est pas possible qu'il n'ait pas vu l'avion. Qu'à un moment donné, il soit à 150 mètres et puis plus rien. Et puis là, on va à l'aéroport, on nous dit, mais on n'a pas de radar. Le radar, il est à l'Odève. Ah. Alors on ressort la carte. Et effectivement, il y a le massif de la Gardiole. Le massif de la Gardiole, entre l'Odève et la plage des Areskiers, effectivement, 150 mètres, c'est la bonne altitude. Donc le radar l'a perdu. Bon, mais ça explique la disparition radar. Après la disparition, enfin la perte de mémoire, c'est les médecins qui la donneront, c'est une amnésie due à la voltige. Le cerveau n'a pas dû être irrigué à un moment donné. Et dans un état de semi-conscience, le pilote a dû arriver quand même à poser l'engin. Alors, on descend vers le sud. 2008, juillet. Dans la campagne audoise, on a un dentiste équin qui nous contacte, ou c'est sa femme, je ne sais plus au début, enfin l'un des deux, pour nous raconter quelque chose. Les chiens étaient dehors, et vers 1h30, ils aboient, ils veulent rentrer. Le mari descend, la chambre était en haut, il descend au rez-de-chaussée, à la cuisine, il ouvre la porte, il fait rentrer les chiens, et puis là, alors, comme c'est un dentiste équin, il faut imaginer qu'il n'y a rien autour. Sur 2 km, vous n'avez pas, même un peu plus, je crois, il n'y a pas de maison. Il a d'immenses prairies, et au milieu d'une des prairies, justement, il voit une lumière. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il voit une lumière, et puis il regarde, et dessous la lumière, il voit comme un homme, mais lui, il parle d'entité, c'est pour ça que je crois que j'ai écrit entité, ouais. Il parle d'une entité humanoïde qui glisse à la surface de la prairie. Il nous parle des bras, c'est pas des bras comme nous, plus des tentacules qui ondulent. Et puis il le voit glisser, comme s'il cherchait quelque chose, il nous dit. Il appelle sa femme, sa fille de 16 ans qui est réveillée descend aussi.
tous les trois, ils regardent pendant 1h30, jusqu'à 3h. Et là, on leur dit, mais vous n'avez pas appelé les voisins? Enfin, il nous a dit, oui, les voisins, mais on n'en a pas de voisins. Effectivement, les voisins, il n'y en a pas. Mais gendarmerie, on n'y a pas pensé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à 3h du matin? Ils sont allés se coucher. Alors qu'il y avait toujours l'entité, et puis un petit balai de 2 points lumineux dans le ciel qui virevoltait aussi, j'ai oublié de vous le dire. Ils sont allés se coucher au bout de 3h. Seulement, ça a traumatisé, son épouse a été traumatisée. J'arrive pas à savoir si elle me rappelait si c'est elle qui nous a contactés au début. Par contre, je me souviens très bien qu'un an après, on était en rando sur le Mont Bousquet, dans la gare, le Mont Bouquet, pardon, et coup de fil, alors qu'on est en haut, c'est cette femme toujours qui avait vécu cette expérience un an plus tôt et qui était en larmes, qui avait besoin d'en parler. Comme son mari l'envoyait un petit peu paître parce qu'il en avait marre, ben c'est nous qu'elle appelait. Donc parfois ça traumatise. Autant la dame de tout à l'heure du Gard, qui avait perçu 5 entités dans les points lumineux, elle était plutôt rassénérée finalement, ça l'avait réconfortée dans sa foi. Autant là, c'est une mère traumatisée qui va passer des mois, peut-être plus que ça, à se faire du souci. Bon, autrement, on a fait une superbe nuit de veille aussi sous la tente, là-bas, on s'est bien amusé. Alors, là, c'est un dossier plus douteux que certains connaissent peut-être, de 2009, l'année d'après, ouais, juillet 2008. Août 2009, on l'a connu par une association ufologique de Lyon, qui était un petit peu loin, nous on était plus près. Donc ils nous contactent et on va aller voir, les 2 témoins. Un homme et une femme, des retraités. Là encore, une entité qui glisse sur la route qui descend de Rennes-le-Château. Il n'y en a qu'une, vous la connaissez sûrement. À un moment donné, il y a un parking sur la droite, juste avant ce parking, un peu plus haut. Il voit en descendant, tard la nuit, enfin tard, 10-11 heures, il voit qu'il y a une lumière sur le bas-côté et une entité qui glisse, un petit peu le même style que tout à l'heure. Ils s'arrêtent, ils observent, ils perçoivent des vibrations. Puis l'entité disparaît, enfin il a perte de vue. Ils remontent dans la voie, enfin ils étaient remontés depuis un petit moment, ils attendent 2 minutes qu'ils soient calmés, puis ils descendent. Et ils voient 3 phénomènes lumineux dans la vallée, en contrebas, un petit peu comme des crêpes, enfin j'écris des anneaux plats, mais j'aurais pu écrire des crêpes lumineuses qui glissent sur le relief très doux de la vallée, rapidement, et qui disparaissent. Ça ne s'arrête pas là. Ils dormaient dans un camping à l'époque, ils étaient en vacances. Juste après la douche, et pendant qu'ils vont se coucher sous la tente, la femme déclare qu'elle reçoit un message que je vous lis. « Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes en danger quand nous prenons contact avec vous. 27 janvier 2010, cataclysme, vous aurez à aider beaucoup de personnes. » Quand je dis qu'elle a reçu un message, c'est pas un texto. Elle nous parle de message télépathique. Alors, il se trouve qu'il y a un truc qui n'est pas totalement faux. À un jour près, il y a eu une catastrophe en Asie. Je ne sais pas si vous connaissez Yves Lignon, il s'est intéressé au dossier aussi. Pour lui, la prédiction, entre guillemets, est vraie. Après, moi, vous voyez, j'ai écrit un doute raisonnable. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va être fait de cette observation par le couple. Pour faire simple, ils vont en retirer un bénéfice financier. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne veux pas entrer en conflit plus que ça avec eux. Mais je sais que je ne suis pas le seul à penser la même chose. Hein. On est un certain nombre. Bon, j'étais le premier à les voir, mais d'autres y sont allés aussi. Et puis on a tous vu ce qu'ils ont fait derrière. Je ne sais pas si certains sont allés à leur repas ufologique, les repas du Razès à un moment donné. Non? Bon. Mais pour moi, à partir du moment où on va tirer un bénéfice de quelque chose qui s'est passé, ça déjà... Ça peut être honnête, mais bon, là, on s'approchait de la secte pour moi. Donc ça me dérange. Alors ouais, je sais bien qu'on vient du Languedoc-Roussillon. Mais le Petit Rechien, c'est où? En Belgique. Vous vous rappelez tous la vague belge des années 90. Alors,
On a été, non pas en 1990, mais à partir de juillet 2011, il se trouve qu'on a été mêlé à l'histoire du Petit Rechien. On avait suivi, et tous, enfin non pas moi, puisque j'habitais l'étranger à l'époque. J'habitais en Espagne, et je peux vous dire que la vague de 1990 en Espagne s'est passée inaperçue. Bon, mais les autres avaient suivi ce qui s'était passé. Vous vous rappelez que pendant 1 an et demi à peu près, on a vu des ovnis généralement triangulaires à travers la Belgique, un petit peu en France d'ailleurs aussi, que la chasse belge, les avions de chasse ont poursuivi des ovnis, que machin bidule, le général de Brouwer passait souvent à la télé. Bon, c'est un truc colossal. La diapositive qui a été prise ici a longtemps été considérée, en tout cas jusqu'en juillet 2011, comme la preuve de l'existence des ovnis. Une diapositive qui n'a jamais été expliquée. Et pourtant, le professeur Archeroy de l'Académie royale de Belgique, je crois que c'était Richard Heinz de la NASA, des gens, François Louange dont je parlais tout à l'heure pour la France, des gens très compétents ont analysé les diapositives et ils ont tous dit il n'y a pas de trucage. On a vraiment pris ce truc-là. Voilà, ça a été fait, refait 10 fois. C'est la SOBEPS à l'époque qui a géré le dossier. Et puis en 2011, la télé belge fait passer une interview de Patrick Maréchal. Vous connaissez sans doute son nom, à l'époque il était anonyme, en 90 je veux dire, là il a donné son nom et il dit ben, la diapositive c'est moi. C'est moi avec ma copine et un copain du travail, on a voulu monter un canular, on a fait rigoler un petit peu sur la vague belge, on a pris la diapo. On a monté un triangle de frigolite, on a mis de la bombe couleur, des ampoules, on l'a accroché à un arbre à un fil, on a un peu secoué, on a pris la photo. Ça a donné ça. Alors il se trouve qu'on recueille ces déclarations parce qu'à l'époque, sur notre site, on avait publié un article de Gilles Desbourdet qui concernait en partie ça, et donc l'ayant lu, Patrick Maréchal nous appelle, enfin nous envoie un mail plus exactement. Et à partir de là, on va l'appeler, on va rentrer en contact, on va faire une interview de lui, où il avoue qu'effectivement, comme à la télé belge, c'est lui qui a fait ça. Puis à ce moment-là, par un autre Belge que je connais, j'apprends que celui qui a dirigé l'enquête à l'époque, Patrick Ferrin, de la SOBEPS, qui dirige aussi aujourd'hui la COBEPS, son successeur, si vous voulez, le successeur de la SOBEPS, est en vacances dans le Gard à 45 minutes de là où je vis, quoi. Même si je vis dans l'Hérault, c'est pas loin. J'ai dit, mais t'as pas son téléphone, moi ça m'intéresse d'aller lui parler. Et effectivement, je vais voir Patrick Ferrin sur son lieu de vacances dans le Gard, on discute toute une après-midi. Il me montre, il avait fait suivre quelques entre guillemets, dossiers. Il me montre des trucs, des machins, mais il me raconte comment tout s'est passé. Et puis il me dit, dès que je rentre de vacances, je me remets sur le... Je vais revoir Patrick Maréchal et tout, on va refaire. Bon. Alors il y a une partie des ufologues aujourd'hui, ou de ceux qui s'intéressent à l'ufologie, qui vont vous dire que, comme j'ai écrit, le rêve est brisé. C'est-à-dire que la preuve de l'existence des ovnis, celle qui était considérée comme une preuve, mais c'est plus une preuve. C'est fichu, puisqu'il a avoué. Seulement, il y a quand même d'autres qui vous diront « Oui, mais quand on lui a demandé de reproduire la preuve, de refaire une maquette de frigolite avec les bombes de couleur, les lumières, les machins, les bidules, on n'est jamais arrivé au même résultat. » Alors, l'expérience n'était pas reproductible. Donc d'autres vous diront ouais, mais en fait, peut-être que Maréchal, il n'a pas menti. Enfin, le moment où il a menti, c'est 2011, ils vous diront. Bon, pour avoir discuté avec lui, avec Patrick Ferrin et d'autres, j'ai plutôt tendance à penser qu'effectivement, c'est un canular qu'il a monté. Alors, un canular qui a rapporté de l'argent, là encore. La diapositive a été achetée par un photographe. Alors, vous allez rigoler. Le photographe, il vit où aujourd'hui? Non. Presque, juste de l'autre côté de la frontière par rapport à PACA. Juste à 2 km de l'autre côté, quoi. Donc, voilà. Donc, lui, il a fait de l'argent avec, mais c'est normal, c'est un photographe, il achète une image, il fait de l'argent avec. Chaque fois que c'était publié dans un livre, il touchait des royalties, etc. Et d'ailleurs, la SOBEPS de Patrick Ferrin, au bout d'un moment, se rendant compte du truc, avait fait pareil. Ils avaient racheté un pourcentage de la diapositive, de l'image, puisqu'ils avaient fait connaître l'image au photographe, enfin bon, machin bidule, ils avaient convaincu le photographe de leur vendre, je crois, 20% de l'image. Et eux aussi ont fait de l'argent qui leur ont servi à travailler, à faire des enquêtes, à s'équiper un ordinateur, etc. Ils ont fait même 2 bouquins, pour ceux qui connaissent, sur la vague belge, 2 gros pavés qui vendaient 1 euro et quelque chose comme 22 € pièce.
et qui a été vendu en plusieurs milliers d'exemplaires. Ça leur a fait un pactole énorme. Donc pour ceux qui étaient abonnés à Ufomania, dans le numéro 68, il y a 2 gros dossiers, un de moi et puis un de Franck Boîte, qui ont été publiés sur la diapositive. Puis on s'achemine petit à petit à nos jours, en 2011. À 7, on a une sphère qui est il y a 2 personnes qui rentrent de week-end, qui viennent de la direction de l'Espagne, vers 7. Donc, à un moment donné, ils voient une sphère lumineuse qu'ils estiment au-dessus de 7, et en fait, ils s'aperçoivent qu'elle est au-delà de 7. Alors, au lieu de s'arrêter à 7, où pourtant ils vivent, eh ben, ils vont aller au-delà de 7 pour essayer de voir si cette sphère lumineuse qui ne paraît pas bouger dans le ciel est quelque chose de bizarre, quoi. Puis au bout d'un moment, à quelques kilomètres au sud de 7, quand même, ils s'arrêtent sur un parking d'une entreprise frigorifique. Ils s'arrêtent, ça ne bouge pas, ça bouge toujours pas. Ça faisait quoi, une demi-heure qu'il observait, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. Ça n'avait pas bougé. Et puis tout d'un coup, ça part à toute vitesse, au-dessus de la mer. Dans la foulée, venant de 7, une autre sphère apparaît, une sphère lumineuse, un point lumineux si vous voulez, apparaît. Alors dans un premier temps, ils disent que c'est un ULM qui vient de 7. L'ennui, c'est que l'ULM, en se rapprochant, ressemble à ça. Et c'est pas un ULM, c'est vraiment un disque. Un disque, je dis des bêtises, un triangle, pardon. Un triangle qui s'incline sur le côté et disparaît à toute vitesse. Là non plus, on n'a pas d'explication. Il y avait des caméras dans l'entreprise, mais bon, ça n'a pas donné, on n'a pas pu y avoir accès. Donc à l'arrivée, pour nous, pour moi, faites ce que vous voulez, quelle réalité les ovnis? Le phénomène ovni, il est réel, ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui parlent d'ovnis, qui parlent de leur expérience, qui ont vu des choses, ça a une réalité. Les méprises, oui, il y en a, certainement. On a fait le tour tout à l'heure de plusieurs méprises, et il y en a d'autres. Vénus, et machin, et bidule. Les canulars, ils sont relativement rares, il n'y en a pas eu beaucoup. Je m'intéresse aux ovnis depuis 1993, je dois les compter sur les doigts d'une demi-main, on va dire. Et la nature du phénomène ovni, elle est certainement multiple. Voilà. Donc, j'ai pas de réponse à vous apporter dans ce domaine. Voilà. Si vous avez des questions. Des questions? Il y en a plusieurs. Je vais vous donner le micro, c'est nécessaire par rapport à la caméra. C'est pour ça. Tout à l'heure, vous parliez au niveau des enquêtes par rapport à ces ovnis. Que faites-vous au niveau de ces enquêtes? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous traitez d'anciennes affaires, d'autres témoignages? Vous analysez, je dirais, le paysage, etc. Comment vous faites des investigations? Alors, on ne commence les enquêtes que si on juge le dossier assez intéressant. Si on n'a pas assez d'informations, par exemple, souvent il manque la date. Il manque plein de trucs, on n'ira pas plus loin. Si on a assez d'informations, effectivement, on peut essayer de voir les traces dans le paysage. Tout à l'heure, on parlait de l'affaire de Draguignan, il y avait des traces au sol. On va voir les gendarmeries. On va voir, enfin on contacte, on y va rarement, ça peut arriver, mais on contacte les aéroports pour savoir s'il y avait quelque chose en vol à ce moment dans les aéroports civils. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Récemment, on a découvert qu'on n'y avait jamais pensé, puis c'est Thierry de l'assaut qui a dit « Pourquoi on ne va pas voir les pompiers? Ils étaient juste à côté. » Effectivement, on va voir les pompiers, ils avaient même une photo. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et diffuser l'information, faire connaître pour que d'autres témoignages arrivent. Après, on a des limites. Je parlais de traces au sol. À partir du moment où on va faire des analyses, par exemple, de choses qu'on a prélevées, on n'aura pas le budget. Oui, je voulais revenir sur le fameux avion que vous avez retrouvé sur une plage, mais il devait bien y avoir des traces au sol comme d'atterrissage. Oui, une vingtaine de mètres. Oui, est-ce que par rapport, je sais pas, par rapport à ceux qui font l'aéronautique, je veux dire, c'est crédible, 20 mètres pour atterrir? La gendarmerie a dit que oui, le sable avait amorti, avait ralenti, freiné très vite l'avion qui quand même était abîmé. Il n'a pas revolé tout de suite, il a dû être restauré. D'accord, ok. Est-ce que je voulais rajouter un truc là, sur Rennes-le-Château, le fameux cas de Rennes-le-Château, la personne était intervenue par téléphone lors d'un repas ufologique à Lons-le-Saunier.
C'est possible. Ouais, elle nous avait dit à peu près cette histoire-là. Hein. Bon. Elle n'avait rien demandé. Hein. Merci. Question? Oui. Vous avez étudié les ovnis triangulaires, d'après les témoignages, c'est bien ça. Je voudrais savoir si vous avez un pourcentage des cas où les gens ont entendu un bruit de moteur électrique ou un bourdonnement. Si vous avez à peu près un pourcentage, quoi. Non, je crois qu'on n'a aucun dossier inexpliqué, en tout cas, où on a entendu un bruit. D'accord. Parce qu'en fait, l'armée avait travaillé sur un... Bon, j'avais étudié un peu le sujet, parce que je m'intéresse au système de propulsion, et avait étudié avait travaillé sur un dirigeable rigide, avec des panneaux, des cellules BAE, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ça permettait de cacher un char d'assaut à la vue et au radar, quoi. Et donc, je pense qu'ils ont pu utiliser ce système sur ces objets triangulaires. Et en fait, comme ils sont beaucoup plus légers que l'air, parce qu'en fait c'est des dirigeables mais rigides, c'est-à-dire que la structure est rigide, mais dans le volume de gaz est suffisant pour les sustenter. Et donc, je voulais savoir s'il y avait des cas où les gens ont entendu, parce qu'en fait, un tel engin, quoi, peut avoir une accélération vraiment rapide. C'est-à-dire que pour nous, bon, on va dire de 0 à 1000, mais même de 0 à 200 km/h, ça peut nous paraître à la vue assez rapide, quoi. Et donc c'est pour ça que je posais cette question. Et en même temps, bon, je sais qu'il y a des cas qui ne correspondent pas du tout à ça. C'est-à-dire que même l'armée ne se risquerait pas à faire voler des engins, parce qu'il y a toujours justement un pourcentage d'accidents possibles au-dessus des villes. Et donc ça serait grillé, quoi, de faire voler des trucs comme ça, quoi. Alors, non, on ne connaît pas ces engins. Bon, pour le cas de 7, de toute façon, il y avait trop de distance pour que les témoins aient pu entendre quelque chose. Et puis pas loin, je n'avais pas dit, mais il y avait une route aussi, même si elle n'était pas très fréquentée à cette heure-là, il y avait du passage. Pour le triangle au-dessus du Gard... c'est des silences souvent que les gens entendent, quoi. Ils ont entendu un souffle, exactement, comme du vent, qui est comme un vent, si vous voulez, ça peut être un déplacement d'air. Par contre, j'ai quand même un doute, parce que je ne vois pas chez nous quelle serait la base militaire qui aurait ce genre d'engin. Et puis je ne vois pas l'intérêt qu'ils aient à le faire voler, si ça existe, quel intérêt à le faire voler. Ça colle pas. Justement, on parle de mimétisme dans les ovnis, quoi, et bon, je vois le rapport avec ça, quoi. C'est-à-dire que l'armée travaille sur un engin et en même temps, les gens voient des objets qui ont cette forme-là, comme si en fait ça dénonçait un peu le secret des militaires. Maintenant, ça, c'est une supposition, bien sûr, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à dire plutôt que les gens vont décrire ce qu'ils voient avec leurs acquis culturels, finalement. Et forcément, ils vont employer leurs connaissances. Et on ne va pas décrire le même objet aujourd'hui qu'il y a 100 ans, ou que dans la Bible, par exemple, on n'en sait rien. Les acquis culturels, c'est phénoménal. C'est fondamental, pardon, pas phénoménal, c'est fondamental pour parler ovni, je crois. Et donc il y a beaucoup de cas de ces triangles où les gens ressentaient comme un silence, c'est-à-dire que quand l'objet passait, il n'y avait aucun bruit, quoi, aucun bruit de l'environnement. Je ne sais pas si j'ai déjà entendu parler de ces cas, mais je ne sais pas si c'est vraiment courant, quoi. Alors, j'ai pas dit qu'il n'y avait aucun bruit de l'environnement. Le triangle gardois, par exemple, on a posé la question effectivement aux gens au bord de la piscine, est-ce que les cigales et tout ça s'étaient tues? Ils nous ont pas dit qu'elles s'étaient tues. Ils nous ont dit qu'ils ne les entendaient pas. Ça ne veut pas dire qu'elles se soient tues, simplement ils voyaient ce truc-là silencieux au-dessus d'eux. Leur attention était peut-être aussi trop focalisée sur cet ovni, on va dire, pour entendre leur environnement. D'accord. Bah, je vous remercie. De rien. Oui, bonjour. Donc, ils viennent une fois par an, à peu près, multiplié par 2000 ans, multiplié par 199 pays à peu près, puisque c'est plus le cas. Et finalement, on se demande pourquoi, mais ils repartent, ou peut-être qu'ils sont si intelligents qu'ils nous trouvent un peu arriérés, ils repartent, et finalement, nous on est dans le doute. Vous avez jamais posé la question pourquoi? Pourquoi ils venaient qu'une fois par an, ou pourquoi pourquoi est-ce que justement, il y a ce grand doute, quoi, qui nous dit on veut bien croire à des extraterrestres? Le seul problème, c'est qu'ils repartent très vite, quoi, les gars. On ne s'est pas posé la question, enfin moi je ne me suis pas posé la question, pour une raison simple, je ne crois pas aux extraterrestres. Je ne crois pas à grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse dans le phénomène ovni, ce n'est pas la croyance, ce sont les faits.
on ne va pas parler en termes de croyance. La croyance, je vais la garder pour la religion, si vous voulez. Là, oui, je vais dire, je crois en Dieu, si vous voulez, mais je ne crois pas aux ovnis, je ne crois pas aux extraterrestres. Je pense qu'il y a une réalité du phénomène ovni, parce qu'il y a des indices convergents, mais je ne vais pas vous dire, j'y crois. Ça, c'est un vocabulaire que je n'utiliserai pas. Après, je ne peux pas vous dire non plus s'ils viennent une fois dans l'année, je ne sais pas, s'ils existent. Oui, je suis d'accord, mais c'est une sélection, c'est un traitement de l'info que j'ai dû faire pour arriver à caser tout ça avec des questions en 1 heure, quoi. Tout. Autre question? Oui, très bien, merci. Qu'est-ce que je peux penser du fait que, après avoir vu un OVNI en 1974, ça fait 40 ans, 41 ans, en regardant la télévision, l'ordinateur, par pur hasard, sur YouTube, pour ne pas le citer, je trouve un témoignage de quelqu'un que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, un témoignage qui datait d'environ 20 ans après, largement, presque 30 ans, et cette personne qui était dans le Limousin, alors que celui que j'avais vu, moi, l'OVNI, que j'ai vu décoller et partir, c'était à la limite de la Sarthe et de l'Orne, donc vraiment dans une région tout à fait différente, et je suis tombé sur les fesses, si vous passez l'expression, quand le paysan en question a filmé, a fait photographier exactement le même objet que j'avais vu 20 ans avant, 25 ans avant. Et il en décrivait la même façon de se poser et de repartir. Qu'est-ce que je peux en penser? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais après on a plusieurs hypothèses à partir de là. Soit effectivement c'était ce qu'on va appeler un ovni, qu'il soit extraterrestre ou je ne sais quoi, quelle que soit l'explication. Quelque chose en tout cas que nous ne connaissons pas nous, et qui était présent, et qui a été présent à 2 moments, observé par 2 personnes différentes. Soit ça peut être aussi un phénomène que nous connaissons, mais qui a été mal identifié 2 fois. Pourquoi pas, hein? Quelque chose qui est courant, peut-être, comme tout à l'heure, je parlais des traînées de condensation éclairées par le soleil. C'est quelque chose de courant, on le voit, seulement à un moment donné, on a mal identifié. Ça peut être ça aussi. Mais après, c'est vrai que c'est les personnes qui ont fait 2 observations d'OVNI qu'ils n'ont pas pu expliquer à 30 ou 40 ans d'écart, c'est assez rare. C'est très rare, parce que je l'ai rencontré qu'une fois dans ma vie, ce phénomène-là. Mais bon, j'ai eu l'extraordinaire expérience de voir un autre OVNI en 2004, en rentrant du boulot à Périac-de-Mer, je t'en ai parlé, et 2 ou 3 jours après l'apparition de mon article dans l'Indépendant, une dame m'a téléphoné de Gruissant, elle m'a dit elle ne se rappelait pas exactement la date, mais elle se rappelle avoir fait un bond de 30 cm à la verticale sur son canapé, quand elle a vu sortir ce fameux disque des nuages, descendre à une vitesse vertigineuse vers le sol et partir vers Périac-de-Mer, au même moment où moi je l'ai vu quelques minutes après. Donc ça fait quand même une concordance de témoignages un peu bizarre, voilà. Encore une dernière question et nous allons clôturer cette conférence. Merci. Merci à vous.